Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 18e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, l'innovation, un enjeu de souveraineté et de supériorité opérationnelle. Dans un monde où les défis sécuritaires se multiplient, des conflits de haute intensité à la guerre hybride, en passant par la domination numérique, les armées doivent sans cesse se transformer et s'adapter. Aussi, l'innovation est-elle devenue aujourd'hui le cœur de la souveraineté et de la sécurité des nations. Depuis quelques années, une accélération technologique inédite bouleverse les équilibres stratégiques mondiaux, que ce soit l'intelligence artificielle, les drones, les communications tactiques, l'espace, le quantique, les systèmes autonomes, l'hypervélocité ou encore les outils cyber. L'innovation est à l'œuvre sur tous les fronts. Et les enseignements du conflit en Ukraine agissent comme un accélérateur, redéfinissant les priorités des forces armées françaises, comme celles de l'OTAN. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux grands responsables militaires français. Le premier est le directeur de l'AID, l'Agence de l'innovation de défense. Le second, le commandant suprême de SACTI, qui a fait le voyage de Norfolk aux États-Unis jusqu'à Paris. Bonjour, général Patrick Aufort. Bonjour. Vous êtes ingénieur général de l'armement et le directeur de l'AID, l'Agence de l'innovation de défense. C'est une agence relativement récente. C'est une agence créée en 2018, donc relativement récente, mais je pense au tempo actuel, une agence déjà ancrée dans le paysage de l'innovation de défense. Bonjour, amiral Pierre Vandier. Bonjour. Vous êtes le commandant suprême allié transformation de l'OTAN. On dit plus souvent SACTI, parce qu'on le dit en anglais. En anglais, Supreme Allied Commander Transformation. Et SACTI est l'un des deux grands commandements de l'OTAN. Oui, alors juste en quelques secondes, ce commandement a été créé en 2003, après le 11 septembre, quand les Américains, donc c'était un commandement américain, quand les Américains ont voulu transformer à la fois leurs armées et les armées européennes, qui étaient des armées post-guerre froide, pour répondre aux impératifs de la guerre contre le terrorisme et de ces guerres projetées. Et donc depuis 2003, en fait, ce commandement existe et survit. Et c'est les Français qui généralement le dirigent. Alors jusqu'à 2008, en fait, c'était un général américain. Le dernier, c'est Jim Mattis, qui a été secrétaire d'État à la Défense après, sous le premier mandat de Trump. Et il est passé à la France. Le général Abrial a pris le flambeau depuis, quand la France est rentrée à nouveau dans l'organisation du commandement intégré. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors, nous avons environ 1 heure pour explorer les innovations restantes, les axes stratégiques d'anticipation, les impacts du numérique sur le champ de bataille et les enseignements que l'on peut tirer du terrain. Alors, général Aufort, j'ai envie de vous poser une première question un peu naïve, si vous me le permettez. La notion d'innovation au sein des armées, elle est aussi vieille que les armées elles-mêmes. Par exemple, lorsqu'on passe de l'arbalète aux armes à feu, c'est une innovation, on dirait aujourd'hui une rupture stratégique. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que l'innovation soit aujourd'hui au centre des préoccupations des états-majors ? Alors en effet, vous avez raison, l'innovation, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du ministère des Armées ou du ministère de la Défense dans le passé. Pour la petite histoire, on n'a pas attendu la création de l'Agence de l'innovation de défense pour s'intéresser à l'innovation. Et d'ailleurs, si vous remontez en 1917, il y avait une direction des inventions intéressant la défense nationale qui existait. Cette direction a d'ailleurs ensuite quitté le ministère de la guerre de l'époque pour rejoindre le ministère de l'enseignement supérieur, est devenu l'Office national de la recherche scientifique et en fait la grand-mère du CNRS. Donc en effet, l'innovation dans l'ADN du ministère, mais néanmoins ce qui a changé, c'est le contexte dans lequel les choses se déroulent. Et c'est ça qui a été pris en compte en 2018 quand on a créé l'Agence de l'innovation de défense, c'est ce nouveau contexte. Un contexte marqué par des nouveaux champs et milieux de conflictualité, donc des fonds marins à l'espace pour les champs matériels, mais également des champs immatériels, le spectre électromagnétique, la lutte informationnelle, le domaine cyber, bien sûr. Et également un nouveau contexte au niveau des acteurs de l'innovation. L'innovation ne se fait plus uniquement soutenue par des grands budgets des ministères de la Défense, mais soutenue parce que la majorité des technologies sont des technologies duales, elles ont des usages civils et militaires, donc du soutien par des budgets civils, aussi bien publics que privés d'ailleurs. Quand vous regardez les budgets de recherche et développement des grands acteurs industriels, notamment des GAFAM, qui ont des budgets de recherche et développement de plus de 20 milliards de dollars, on se rend bien compte que tout ça... Ça fait rêver les militaires. Ça fait rêver parce que il y a de l'argent, mais ça fait surtout rêver parce que ça soutient du développement technologique. Et puis, il y a également toute cette innovation qui vient d'acteurs avec lesquels la défense n'avait pas la coutume de travailler, n'avait pas l'habitude de travailler, des acteurs hors de la classique base industrielle et technologique de défense. Je pense à des startups, des PME, innovantes, extrêmement innovantes, qui développent des premiers cas d'usage dans le domaine civil et sur des technologies qui sont pour nous des opportunités et peut-être aussi des menaces. Et donc, en fait, il fallait
qu'on apprenne à travailler avec ces acteurs-là, à détecter ces solutions et être capable d'imaginer les usages pour nous, à les ramener vers nous. Et c'est vraiment la grande nouveauté qu'on a essayé d'introduire en créant l'agence. Travailler, ne pas casser ce qu'on faisait avec les acteurs classiques de la base industrielle de défense et être capable d'aller détecter des solutions en dehors du champ de défense et de les ramener vers nos usages. Alors, amiral Pierre Bionadi, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau, c'est l'accélération. Avant, je pense au Rafale. Par exemple, entre le moment où le Rafale est apparu dans sa version démonstrateur et le moment où il a été intégré de manière opérationnelle, il y a eu environ une quinzaine d'années. Et à peu près, hein, voilà. Puis le Rafale va vivre une quarantaine d'années encore à peu près, ou peut-être une trentaine. Il y a quand on voit l'accélération, notamment on va revenir sur ce qui se passe en Ukraine, bien sûr, parce que c'est important, mais il y a une accélération dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de l'innovation de défense. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que dans les 30 dernières années, on a quand même largement réduit nos appareils militaires. La marine que j'ai commandée était 2 fois plus petite que celle dans laquelle je suis rentré en 87. Vous l'avez commandée au bon moment, alors? Elle était en phase de recroissance. Mais donc, on a eu une forme de pause stratégique pendant laquelle toutes ces affaires d'innovation ont été quand même mises à petit feu. C'était pas, il y avait pas énormément d'argent, pas beaucoup de projets, beaucoup de gestion de temps et de délai. Et pendant ce temps-là, en fait, la tech civile ne nous a pas attendu. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez, une dette technologique importante, c'est-à-dire que le niveau d'IT, par exemple, de technologie de l'internet que vous avez disponible pour les entreprises, pour le privé, même pour vous-même, est très supérieur à celui qui est disponible dans les forces militaires. Et ça vaut en Europe comme aux États-Unis. Donc, on a aujourd'hui en fait une accélération qui est double, c'est-à-dire qui est liée aux besoins de rattrapage de ces 30 années pendant lesquelles on a beaucoup moins investi sur ces technologies, et puis du fait que ces technologies elles-mêmes subissent une très forte accélération. On le voit avec l'IA. Aujourd'hui, ceux qui cherchent de la RAM pour leur ordinateur ont compris que ça allait coûter très cher, puisqu'elle va directement dans les centres de data IA. Voilà, et ça accélère très très fort. Donc c'est un moment de grand challenge pour le monde militaire, parce que le monde civil, lui, ne nous a pas attendus. Alors, Général Lefort, à l'AID, Agence pour l'innovation de la défense, comment gère-t-on cette innovation? Parce que quelles sont les missions de l'AID un peu plus précisément? Et puis, j'imagine que vous êtes obligé de faire des choix. Et quels sont les choix que la France a privilégiés dans ce domaine de l'innovation de défense? J'imagine qu'on peut pas tout faire. Alors, la première mission de l'AID, c'est d'être le coordinateur, le fédérateur de toutes les activités d'innovation du ministère des Armées. Et avec, derrière, si on décline ça, ce qu'on nous demande, c'est de préparer les briques technologiques dont nous allons avoir besoin pour nos futures grandes capacités militaires. Donc là, on travaille avec les fameux acteurs classiques, je dirais, de l'industrie de défense que j'ai évoqué précédemment. On nous demande d'être capable d'aller détecter, capter des solutions qui ont été initiées, qui ont émergé en dehors du champ défense pour accélérer leur passage et la mise dans les mains de nos utilisateurs. On nous demande bien sûr de détecter les technologies qui sont porteuses de ruptures potentielles. Et donc là, on travaille notamment beaucoup avec le monde académique pour ça. Et puis, on nous demande d'éviter la surprise stratégique, donc d'être capable de faire de la prospective technologique. Et donc vous avez raison, on ne peut pas tout faire, il faut être capable de faire des choix. Ça veut dire qu'il faut être déjà organisé pour travailler sur les différentes thématiques que l'on a choisies et que l'on a priorisées et faire des choix. Par exemple, c'est ce qui a été fait quand on a construit la loi de programmation militaire actuelle, la loi de programmation militaire 2024-2030. On a fait tout un travail préparatoire pour définir les domaines technologiques sur lesquels on allait investir massivement dans cette période pour ne pas être déclassé. Ils sont au nombre de 10. Je peux vous en citer quelques-uns pour ne pas être ébarbé. Voilà, juste quelques-uns pour illustrer ce que ça veut dire. C'est par exemple les capteurs quantiques ou le calcul quantique. C'est les armes à énergie dirigée ou encore l'hypervélocité. Et puis bien sûr, on a parlé d'intelligence artificielle et de systèmes autonomes, drones et robots. Ils font partie de ces 6 domaines. Et avec également un mode d'action. On parlait beaucoup d'accélération. Il faut absolument qu'on soit capable d'accélérer le tempo. Et donc, il y a une volonté d'avoir recours à des grands démonstrateurs technico-opérationnels. Pourquoi? C'est pour pouvoir donner le plus vite possible aux utilisateurs, aux opérationnels, un produit, ne pas se contenter de travailler sur des briques qu'on assemblera plus tard, mais donner tout de suite quelque chose pour avoir un retour et éventuellement préférer gagner quelques années et livrer quelque chose qui fait 85% de l'attendu plutôt que d'attendre trop tard le produit qui fait 100%. Le produit merveilleux. Voilà. Alors, Amiral Bournier, vous avez écouté attentivement le général Lefort. Est-ce que la problématique de l'innovation au sein de l'OTAN, qui regroupe 32 pays, rappelons-le, est-ce qu'elle est voisine de celle évoquée par le général Lefort? Est-ce qu'elle est comparable? Tout à fait. Et en fait, d'abord, il n'y a pas d'armée de l'OTAN, ce sont les armées des nations.
Il faut bien le rappeler. 32 armées. 32 armées, avec des armées plus ou moins cortiquées, épaisses, agiles, etc. Donc, il y a une diversité assez importante. Mais donc, ce qui fait la performance de l'OTAN, c'est la performance de ces armées. L'OTAN, en fait, et le travail que j'accomplis, c'est un travail d'intégration, un travail d'orientation. Donc, on le fait par la planification de défense commune. Et on a un certain nombre de projets qui ont pour but d'éclairer, de dérisquer pour l'ensemble des nations, notamment ce qui ressort de leur intégration dans les systèmes de commandement. Faire travailler les 32 armées ensemble, c'est un des axes majeurs de votre travail à SACTI. Oui, puisque quelles que soient les forces qui vont être employées dans le cadre de la défense collective, vous aurez des avions de différents types, des Rafales avec des F-35, avec des F-18 ou des Eurofighter, vous aurez des frégates de différents types, vous aurez des brigades de différents pays qu'il va bien falloir intégrer. Et pour pouvoir les intégrer, en fait, ce qu'on appelle l'interopérabilité, il faut que les gens appliquent les mêmes doctrines, qu'on parle de la même chose quand on dit ce qu'on fait aujourd'hui c'est ça, et puis qu'ensuite on puisse par les moyens de commandement transférer les informations et donner les ordres. Donc ça aujourd'hui, ce travail est fondamental. Alors vous l'avez rappelé, 32 armées, il y en a des petites, il y en a des plus grandes, il y en a même une très grande. Est-ce que même les petites armées sont sensibles au thème de l'innovation? Oui, parce que ce qu'on a vu en Ukraine, en fait, c'est un changement de caractère de la guerre où finalement les technologies sur étagère ont été militarisées à toute vitesse, sous contrainte, et ont apporté des solutions tactiques nouvelles. Si vous voulez, au moment où les Européens n'ont pas été capables de fournir le nombre d'obus 155 dont les Ukrainiens avaient besoin, la courbe d'effondrement des livraisons a abouti à la courbe exponentielle de production de drones offensifs, ce qu'on appelle les munitions téléopérées. Et donc, il y a eu tout un univers de la création de capacités militaires dans l'urgence qui s'est mis en place. Aujourd'hui, la durée de vie d'un système de drone se compte en semaines. Et donc, il y a des mises à jour constantes de la charge utile, des moyens de guidage, de la résistance au brouillage. Et donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle industrie de défense qui est sortie de terre en Ukraine et qui a des conséquences sur la façon de se battre. On ne se battra pas forcément, nous, l'OTAN, comme en Ukraine. En revanche, tout ce qui a été expérimenté, à la fois dans les process et dans les matériels, a un impact sur la façon dont on va se préparer à la guerre. Bien évidemment, on va revenir sur l'Ukraine, qui est perçue souvent comme un laboratoire pour l'ensemble des forces armées du monde, et notamment pour les forces armées de l'OTAN. Mais avant, je voudrais vous poser d'autres petites questions. Selon vous, ce qu'on peut dire, quels sont les domaines, ce qu'on peut dire aujourd'hui, quels sont les domaines technologiques qui auraient le plus d'impact sur les opérations militaires dans les prochaines décennies? Est-ce qu'on peut déjà le dire, voilà, dans la prochaine décennie, ce qui sera très important, c'est ça? Alors, il y a un vrai débat sur le neuf et l'ancien. C'est-à-dire que il y a une tendance journalistique qui consiste à dire les hélicoptères c'est fini, le char c'est mort, le porte-avions vous comprenez bien, voilà. Je note au passage que les Chinois ont dit qu'ils en feraient 9. Si vraiment c'était obsolète, je pense que on devrait prendre des conseils chez eux. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que on voit aujourd'hui des tendances. On voit des tendances, c'est-à-dire que la tendance la plus importante, c'est la tendance à la robotisation. Parce que aujourd'hui, l'ubiquité de la surveillance, qu'on appelle la persistent surveillance, en fait, fait que toute concentration aujourd'hui est très risquée. Et donc aujourd'hui, naviguer sur le champ de bataille, c'est naviguer avec des robots. Apporter les munitions, sortir les blessés, toute la logistique, la nourriture, etc. Aujourd'hui, ça se robotise. L'attaque devient robotisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met l'opérateur en sécurité et on utilise des armes de plus en plus à longue distance. Donc ça, c'est des tendances lourdes. Ce sont des tendances lourdes qui vont continuer à s'affirmer et on les verra progressivement s'approprier au niveau des armées. Si vous voulez, par exemple, les drones de surface que la marine, parce que les forces armées ukrainiennes ont réussi à faire contre la marine russe en mer Noire est forcément transposable aux armées occidentales. Alors, général, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire l'amiral Mornier? Oui, puisque dans votre question, j'acquiesce sur tout ce qui a été dit, mais comme votre question nous autorisait à nous projeter à une dizaine d'années, si j'ai bien compris, moi je voudrais insister sur un point, sur une rupture que je vois arriver dans la prochaine décennie et qui à mon sens, une rupture peut-être même supérieure à ce qu'a amené l'intelligence artificielle, c'est les technologies du quantique. Je vais l'illustrer. Alors justement, qu'est-ce que le quantique va changer? Donc typiquement, je vais vous l'illustrer avec des cas d'usage pour vous expliquer ce que ça pourrait vouloir dire. Typiquement, ça peut nous autoriser
à naviguer dans des environnements où le GPS serait brouillé sans problème. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on utilise le GPS notamment pour recaler nos centrales de navigation, ce qu'on appelle les centrales inertielles. Si demain j'ai un objet quantique, un capteur quantique qui me permet de faire ça à la place d'un GPS, et donc un objet une centrale quantique qui va donner le nord magnétique, qui va me permettre de recaler ma centrale inertie, je n'ai plus de problème de naviguer dans un environnement brouillé. Et on retrouve une supériorité opérationnelle. Forcément. Les capteurs quantiques, par exemple, dans le domaine de l'écoute et de la surveillance du spectre électromagnétique, vous permettront, et c'est dans quelques années, de surveiller avec une probabilité d'interception de 100% une énorme largeur de bande de fréquence. C'est-à-dire que vous ne raterez aucune émission. Donc sur votre capacité à connaître ce qui se passe sur le champ de bataille, elle va être de 100%. Ça va vous permettre d'avoir accès à des antennes, par exemple des tailles d'antennes qui vont défier la physique, puisqu'aujourd'hui, quand vous voulez intercepter utiliser une fréquence de communication, la taille de votre antenne est en rapport avec la longueur d'onde sur laquelle vous voulez travailler. Avec les technologies quantiques, on arrive à défier cette physique-là et donc à avoir des antennes qui, sur quelques centimètres, peuvent travailler sur des largeurs de fréquences de plusieurs dizaines de gigahertz. Donc tout ça, ça révolutionne complètement et donc ça vous permet de les intégrer. Par exemple, ce qui aujourd'hui doit être installé sur des champs de plusieurs dizaines de mètres au sol, vous pourrez les intégrer demain sur un drone. Donc ça révolutionne complètement le combat de demain. Et l'utilisation du quantique, c'est demain, c'est-à-dire dans quelques années, dans moins de 10 ans. C'est plus ou moins long selon de quoi on parle, mais typiquement, la marine française a reçu en 2024 un premier capteur quantique, un gravimètre, et ça c'est opérationnel, c'est à bord d'une plateforme de la marine nationale. Les fameux capteurs dont je vous parlais pour surveiller le spectre électromagnétique, nous sommes déjà en train de faire des essais en environnement réel. Donc nous sommes sortis du laboratoire, nous sommes en environnement réel sur quelque chose qui va apparaître avant la fin de la décennie. Ce qui va être pour la décennie prochaine, à mon sens, c'est le calculateur quantique. Donc, ce qui va nous permettre d'imaginer, traiter des problématiques, notamment des problématiques d'optimisation que nous ne sommes pas capables de traiter avec les ordinateurs actuels. Et ça n'a pas que des usages pour la défense. Ça permet, par exemple, d'imaginer des médicaments sur un rythme absolument inatteignable aujourd'hui. Donc, et ça, c'est plutôt pour la prochaine décennie. Alors, on associe souvent les armées à une notion de tradition. Alors, c'est vrai que l'armée de terre et la marine sont des armées de longue et de grande tradition, un peu moins pour l'armée de l'air, mais est-ce que la tradition est un frein à l'innovation ? Alors, je pense par exemple à l'introduction tardive des drones au sein des armées françaises, peut-être parce que pour les aviateurs, un objet qui vole tout seul sans pilote, c'est pas très très intéressant, et pour un terrien, un cavalier par exemple, c'est pas aussi prestigieux qu'un blindé. Est-ce que la tradition est un frein à l'innovation ? Oui, toujours. Vous prenez la Première Guerre mondiale, en 14, le char existe, l'avion existe, le sous-marin existe. Et ce qu'on appelle le demand signal, c'est-à-dire ce que les états-majors ont demandé en plus à leurs industries, c'était plus de chevaux, plus de foin, plus de vin, plus d'artillerie, voilà, donc des choses qui étaient connues et maîtrisées. Et quand on discute de l'histoire du char, les premiers chars qui sont arrivés, on a dit mais où est le concept, c'est pas combat de Proven, où est-ce qu'on fait le plein, etc., etc. Bon, c'est devenu la révolution de la guerre d'après. Il y a toujours une forme de résistance parce qu'une armée est un objet social. Et donc les gens grandissent dans le système, ils ont une espérance d'avoir des postes, etc. Et donc il y a toujours une tension très très forte, quel que soit le système, c'est vrai dans toutes les armées du monde, entre les modernes et on va dire les traditionnels. Voilà, l'objectif de cette période très particulière, c'est de trouver un bon mix, parce que personne n'a raison tout seul. Si vous voulez, les gens qui pensent qu'on va résoudre la guerre avec des grands coups de drone ont tort. Les gens qui pensent que les plateformes d'hier sont terminées ont tort. Et donc on voit bien que on se cherche un peu, on ne sait pas très bien quels sont les mix futurs. Est-ce que c'est 60% de drones, 40% de plateformes traditionnelles, ou c'est l'inverse? Et c'est nous actuellement menons des travaux de recherche appliquée avec de la simulation à grande échelle pour essayer de donner aux nations une idée de quelle est cette proportion. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, quelqu'un qui constituerait un système d'armes sans avoir de la robotique, de l'IT, de l'IA et de l'espace serait complètement à côté de la plaque. Alors, on va revenir un peu sur l'Ukraine qu'on a déjà un petit peu évoqué. Je l'ai dit, les militaires ont l'habitude de présenter l'Ukraine comme le laboratoire des conflits modernes. Alors, quelles leçons la France et l'OTAN, je vous posais la question à tous les deux, ont-elles tiré de l'usage massif des drones en Ukraine? D'abord, est-ce que ça vous a surpris l'un comme l'autre, cet usage massif? C'est vrai que la façon de mener le combat en février 2022 et à partir de 2025, c'est plus du tout la même. Il y a des chars, il y a des avions en 2022, ils disparaissent totalement du champ de bataille 2-3 ans après.
Alors peut-être que je suis un peu j'exagère un peu, je suis peut-être un peu caricatural. Ils sont employés différemment. Ils sont toujours là. Mais c'est quand même une tendance. Non, ils sont toujours là. Ils sont employés différemment. Et si vous voulez, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, elle s'est un peu enquistée dans une guerre avec un front stabilisé, où en fait, la capacité d'offense et de défense s'équilibre, et de manière assez terrible. Et le génie ukrainien, c'est de réussir à finalement, avec moins d'hommes, être beaucoup plus létal. On peut dire que la létalité de l'Ukraine a progressé d'un facteur 4 ou 5 chaque année, enfin donc on va dire d'un facteur 1 par année de guerre. Et donc aujourd'hui, le rapport des pertes et très largement en défaveur des Russes. Ce qu'on voit en Ukraine, donc c'est les technologies de l'internet et de l'IA qui sont appliquées au niveau du soldat. Aujourd'hui, le soldat a sur son téléphone portable personnel, pas celui qui lui est fourni par la DIRISI, il a son téléphone, il a ses applications militaires, il a l'air picture, donc il a la couverture air, il a ses applications de logistique, il a son renseignement, il a ses ordres. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur puisque chaque soldat devient un homme connecté, comme il est dans la société civile. On le voit dans l'emploi du spatial. Aujourd'hui, le spatial commercial délivre de l'imagerie en temps réel quasiment aux soldats directement. Donc on n'a pas des gros satellites qui volent des millions pour décider au niveau stratégique. On a aujourd'hui de l'imagerie tactique qui est donnée au niveau du soldat. Et puis la robotisation, on en a beaucoup parlé. Le résultat de tout ça, c'est que on voit aujourd'hui un champ de bataille qui est devenu extrêmement clairsemé. Aujourd'hui, toute concentration est mortifère. Les groupes qui opèrent, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, sont des groupes de quelques hommes, quelques dizaines d'hommes, qui se déplacent sur un terrain ultra dangereux. La durée de vie dans les 80 km de la zone de confrontation se compte en heures. Vous êtes facilement repérable, le champ de bataille est visible pour l'ennemi. Et vous êtes donc par définition très très vulnérable. Voilà, donc c'est un champ, c'est la surveillance persistante qui donne une forme d'ubiquité de la surveillance. Elle n'est pas parfaite, mais du coup, par exemple, pour pouvoir avancer, il faut mettre en place un spectre de tactiques déceptives dans le domaine visible, le domaine infrarouge, le domaine électromagnétique, qui est très très compliqué. Et donc ça, c'est de nouvelles techniques qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, si vous voulez, pour prendre une comparaison, un camp comme on l'avait au Mali, à Gao, était quelque chose de totalement impensable. Il serait très vulnérable. Ah, mais il aurait disparu. Il aurait disparu dans les 10 premiers jours de la guerre. Il aurait été constamment bombardé, attaqué par des drones, etc. Donc aujourd'hui, on voit un émiettement. Les états-majors, par exemple, les Ukrainiens, de plusieurs dizaines d'officiers, sont répartis par petites bulles un peu partout, ce qui fait qu'on peut pas le cibler. On peut pas tuer 200 officiers dans un building en même temps. Alors, je faisais référence un peu à la tradition. Peut-être que, évidemment, les armées françaises, comme les armées ouest-européennes, sont des armées de grande tradition. L'armée ukrainienne était peut-être une armée avec moins de tradition, des armées de type soviétique. Mais je pense qu'ils avaient dépassé un petit peu tout ça, j'imagine, à l'inverse des Russes, je suppose. Est-ce que, justement, la vitesse de l'innovation, qui ne se mesure pas, vous l'avez expliqué, ni en années, ni en mois en Ukraine, en quelques semaines, il y a une innovation qui rend la précédente inopérante. Est-ce que c'est justement parce que cette facilité d'adaptation des Ukrainiens, c'est qu'ils étaient, je veux dire, neufs et peut-être moins cloisonnés par ces traditions? Alors, Amiral Bandier, Général Aufort, qui veut répondre? Non, je pense qu'ils avaient des traditions, comme vous le disiez, quand même un héritage soviétique et une organisation et même des équipements hérités du monde soviétique. Mais par contre, je pense que c'est clairement ils se sont battus pour leur survie. Et quelque part, ça aide à être intelligent. Vous évoquiez juste précédemment cette explosion du nombre de drones. Ça a été quand même la réponse justement au fait qu'il y a un déséquilibre dans le rapport de force humain. Et je dirais que la valeur, ils peuvent pas se permettre de perdre de manière inutile, entre guillemets, des êtres humains. Donc il faut absolument qu'ils éloignent l'humain de la menace à chaque fois que c'est possible. Et donc ça aide à développer ces technologies. Et ils ont une base d'innovation qui leur permet d'être de très bons intégrateurs de solutions technologiques. Ils ont mobilisé toutes leurs compétences. Donc moi, quand je vais discuter avec mes homologues et que je rencontre des industriels ukrainiens, ils viennent tous d'autres entreprises avant 2022. Ils se sont tous mis au service de la nation. Et ils ont repensé complètement leur modèle dans le cadre d'un pays en guerre, en revoyant comment on accompagne la montée en maturité des technologies et l'innovation. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Quand ils ont construit Army of Drones, ils ont revu leur modèle industriel, ils ont revu la manière dont ils achètent, ils ont revu la manière dont ils valident les solutions
pour passer de plusieurs mois, et quand je discutais, on me disait, dans le meilleur des cas, on était capable de qualifier un système, donc c'est-à-dire de valider ses performances en 18 mois dans le meilleur des cas, à 3 semaines aujourd'hui. Par contre, ils m'avaient avoué être revenus en arrière sur un domaine, la pyrotechnie. Ils avaient court-circuité sur certains sujets de validation, ils ont eu trop nombreux accidents, la vie humaine est compte trop, ils sont revenus, ils ont remis un certain nombre de contrôles dans le domaine. Donc ils ont vraiment adapté leur modèle et construit sur les points forts. Et ils savent vraiment utiliser tout le soutien que leur ont apporté les Occidentaux. Ils ont cette capacité à l'intégrer. Et quand l'amiral Vendier évoquait des applications sur téléphone portable, ils sont capables d'intégrer des systèmes qu'on leur fournit et de développer l'interface en quelques semaines. C'est là où ils sont très très forts. Pour revenir à votre question, et en fait, on peut dire que la transformation de l'armée ukrainienne est la cause de l'échec de l'opération spéciale. C'est-à-dire que quand les Russes envahissent la Crimée en 2014, ils ont en face d'eux une ex-armée soviétique. Donc c'est les mêmes, ils les connaissent par cœur, ils savent où taper, ils savent quoi faire. Et en fait, entre 2014 et 2022, sous l'impulsion des Anglo-Saxons, s'est opérée une transformation en profondeur de l'armée ukrainienne, qui est devenue en fait une armée très occidentalisée, avec notamment le Mission Command, des concepts qui étaient, et pas seulement des armes, mais des concepts de commandement qui étaient pas du tout ceux de l'armée soviétique. Et quand les Russes ont attaqué en 2022, il y avait une armée qui était finalement prête à absorber le choc. Et c'est ça le point le plus important pour revenir à ce que je fais à ACT, c'est qu'on peut passer des heures sur le matériel, etc. Mais l'ADN de l'adaptation, ça c'est fondamental. Et donc en ayant les bons concepts et on va dire la bonne façon de s'entraîner, bien finalement, je dis pas que l'intendant suivra, mais ça résout énormément de problèmes et ça donne l'épaisseur stratégique. Alors pour revenir un instant au drone, d'abord il y a eu des drones très autonomes et c'était un plus des Ukrainiens. Puis après, ces drones ont été brouillés, puis ils ont été filoguidés, ils ont été rendus inopérants par des filets de protection. Tout ça s'est passé dans un temps très bref. Oui, mais c'était le cas dans les autres guerres. Vous vous souvenez, il y avait les filets anti-torpilles autour des croiseurs. Il y a eu les ballons, vous vous souvenez, pendant le débarquement, pour empêcher aux Allemands de survoler les plages du débarquement. Il y avait des ballons sur tous les bateaux. Il y avait plein de choses qui ont été inventées comme ça très très vite. Et donc c'est le propre de la guerre, c'est une machine à apprendre. L'objectif qu'on a, nous, je pense les Occidentaux et à l'OTAN, c'est aujourd'hui que notre machine à apprendre, qui a été mise un peu en veilleuse pendant les 30 dernières années, reprenne de la cylindrée. Alors, l'OTAN, justement, il a mis en place un poste d'observation, j'appelle ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, en Pologne, où vous suivez ça de très très près. Alors, l'OTAN a créé un centre dont on m'a confié les rênes, qui s'appelle le JATEC. Donc, c'est un centre d'analyse, donc Analysis Training Education Center, où on fait des programmes qui sont à la fois pour l'OTAN et pour l'Ukraine, où on résout des problèmes opérationnels et on donne de la perspective. Par exemple, on a cette année fait un challenge innovation sur les drones anti-drones, et donc on a des entreprises, dont une entreprise française très bien soutenue par la DGA, qui arrive à un niveau de maturité tel qu'ils ont abattu des drones Orlan en Ukraine avec grand succès. Altares pour la citer, mais il y a d'autres. On a soutenu plusieurs entreprises, dont une allemande. On a développé un programme médical aussi pour augmenter la survivabilité des soldats blessés dans l'univers du front. On a actuellement, on est en train de terminer un challenge contre les drones filaires, vous savez, les fibres optiques. Et donc on a un tas de programmes comme ça, mais il y a aussi des choses un peu plus immatérielles liées à le traitement du renseignement, à l'utilisation de l'IA ou des choses comme ça. Alors, effectivement, l'utilisation massive des drones, un rapport coût-efficacité remarquable, qui est évidemment recherché en permanence par les armées du monde entier. Comment, avec quelques milliers d'euros, abattre, détruire, neutraliser un armement qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Le drone, à ce niveau-là, il est assez exceptionnel. Alors, on hérite d'un système où on avait des armes anti-aériennes contre des avions. Un avion aujourd'hui, un Rafale, un F-35, ça vaut à peu près entre 80 et 100 millions d'euros. Et on avait un missile qui valait 1 million d'euros. Bon, compte tenu du nombre d'avions et donc de missiles, c'était raisonnable. Aujourd'hui, les chiffres sont absolument hallucinants. Les Russes produisent 4000 drones Orlan par mois. Donc, il est évidemment illusoire à la fois financièrement et techniquement d'abattre des drones avec des missiles RR. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler avec succès et les solutions sont là pour trouver des solutions pour tirer sur les drones adversaires avec un coût de l'effecteur qui est de l'ordre de grandeur du coût de l'attaquant. Justement, avec un drone la plupart du temps. Alors, avec un drone, mais il y a plein d'autres solutions. Il y a des roquettes, il y a de l'artillerie, il y a des brouilleurs offensifs. Il y a aujourd'hui un panel qui est assez ouvert et
qui est intéressant parce que la vitesse d'adaptation de l'adversaire fait que la solution qui marche aujourd'hui, c'est peut-être la solution qui va pas marcher demain et réciproquement. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais dire exactement la même chose sur le fait que la réponse, c'était pas une solution unique, c'est un portefeuille de solutions en fait qui permet de répondre à ça. On a cité des fusils brouilleurs, on va avoir du drone intercepteur, on va avoir des armes à énergie dirigée, et c'est la somme de tout ça qui permet d'être robuste, et d'être robuste notamment au fait que la menace va continuer à évoluer. En fait, le challenge, c'est en permanence de faire évoluer les effecteurs en même temps que la menace. Et donc, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit-là, ne surtout pas s'arrêter sur le fait qu'on ait trouvé une solution à une menace ponctuelle, parce qu'en fait, cette menace, elle va évoluer, et nous, il va falloir qu'on amène la réponse d'après. Donc aujourd'hui, c'est un portefeuille de solutions qu'on a, et sur lesquelles on continue à travailler pour en permanence amener des nouvelles solutions, et en intégrant l'effet justement du coût que vous avez évoqué, du coût de la réponse. Typiquement, j'évoquais les armes à énergie dirigée, donc une arme à énergie dirigée laser va permettre de traiter une menace de type drone. Oui, parce que c'est pas très cher à mettre en œuvre. Pour un coût à chaque fois qui est juste un coût énergétique et avec une répétabilité qui est infinie. Donc, alors, on a évoqué des systèmes d'armes très modernes, comme les missiles que vous avez évoqués à l'instant. On a évoqué les drones qui sont des systèmes d'armes plutôt rustiques. Où mettre le curseur entre innovation et rusticité? Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à les opposer, surtout. L'innovation peut permettre justement d'apporter des solutions rustiques. Tout à l'heure, vous parliez des filets anti-drones. Quelque part, c'est très rustique. Hein. Le filet en soi est très rustique, mais être capable d'intégrer des filets sur chaque type de véhicule de manière très réactive, sans avoir à requalifier, revalider votre véhicule, déjà, c'est innovant. Parce qu'en fait, on n'installe pas n'importe comment ces filets. Il faut pouvoir garder les fonctionnalités de votre véhicule. Et voilà, là, on travaille sur des solutions qui permettent, sans modifier le véhicule, d'installer des filets de manière très très rapide pour le protéger. Il y a toujours ces sujets-là de rusticité, et l'innovation peut être la réponse. Amiral Bandier, où mettre le curseur entre technologie et masse? Alors en fait, on a, si vous voulez, les 30 dernières années ont abouti à trouver un mina-mina. C'est-à-dire en fait un espèce d'équilibre entre les potentialités des équipements qu'on avait et le nombre de cas d'usage. Donc c'est pour ça, par exemple, on a fait un avion qui s'appelle le Rafale, qui est un avion multi-rôle. Avant, on avait des avions spécialisés, vous aviez des avions de reconnaissance, des avions de bombardement, des avions de chasse, etc. On a dit on va pouvoir en mettre tout dans un seul. Mais du coup, on a des outils qui sont compliqués et qui sont chers et en nombre relativement restreint. Aujourd'hui, les technologies, on va dire, venues du monde du civil, qui sont adossées à des outils de production de masse, l'industrie automobile, l'industrie de l'IT, permettent aujourd'hui de militariser ces objets et de les répandre en masse sur le champ de bataille. Et c'est pas uniquement les drones. On parlait des téléphones, etc. Ce sont aussi des engins de combat. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est bien ce mix qu'il faut réussir à trouver. Et finalement, tout est sur la table. La puissance de l'innovation, c'est finalement la puissance de l'adoption. En fait, c'est comment est-ce que des choses qui existent, je vais en faire des outils militaires. Et c'est là où il y a un véritable enjeu, et l'Agence d'innovation est bien pour ça. On a des exemples également dans d'autres pays. C'est la capacité des militaires à essayer des choses dans des boucles très courtes et à se dire, OK, ça fait le boulot, et donc on va avancer avec ça. Et pas uniquement des systèmes ultra compliqués, robustes et dédiés à un spectre de mission élargi. Alors, l'innovation, elle n'est pas seulement technologique, elle est aussi doctrinale, organisationnelle. J'aimerais que vous me donniez un peu en exemple, pour illustrer ces propos, ce qui s'est passé dans la lutte contre les navires russes qui discrètement arrachaient les câbles sous-marins en mer Baltique. Les Occidentaux, les Européens ont été très perturbés par ces divers arrachages de câbles sous-marins essentiels pour la communication. Et puis, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup moins maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, concrètement, l'OTAN, SACEUR, donc le commandement militaire des opérations de l'OTAN, a lancé une opération, donc ça s'appelle une activité dans la mer Baltique. On a mis beaucoup plus de moyens qui ont du coup patrouille, et donc de manière dissuasive, tous les bateaux qui étaient un peu louches ont pu être suivis, interrogés, et donc leurs activités discrètes et frauduleuses ont beaucoup diminué. En parallèle, moi j'ai développé donc une force de drones dont j'ai démontré la faisabilité pendant plus d'un mois, pendant un mois, j'ai commencé un peu avant. On a mis 70 drones bateaux, donc des petites plateformes télépilotées, qui étaient capables, en fait, d'avoir des capteurs, de surveiller des zones bien plus importantes que les quelques frégates qui étaient dans la mer Baltique. Et donc, on a démontré aujourd'hui cette capacité de surveillance persistante qu'on a apprise depuis l'Ukraine. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de recherches. Vous avez par exemple le centre de recherche de l'OTAN qui est à La Spezia, qui a expérimenté avec succès des capteurs qui détectent les ancres
qui tombent sur le fond. Et donc, du coup, on est capable d'émettre des alertes en disant, tiens, là, il y a un mec qui a posé son ancre. Et c'est pas normal. Et après, on recoupe les informations, le nom des bateaux bizarres, leur position, la position des câbles, et on est capable de donner des warnings. Alors, général Hofer, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, ce qui vient d'être évoqué, l'opération au mois de juin dernier en mer Baltique, qui s'appelle Task Force X Baltique, si je me rappelle bien, en fait, vous évoquiez les enjeux de transformation un peu culturelle, en disant l'innovation, c'est pas que technologique, il faut que ce soit accompagné par une transformation de notre manière de faire, et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette opération, et notamment dans le tempo dans lequel elle a été initialisée par l'OTAN et conduite ensuite avec les nations. Et typiquement, nous, on en a entendu parler en février dernier, enfin moi, c'est remonté chez moi en février dernier, et je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, on aurait dit, mais avoir des moyens en mer Baltique au mois de juin, n'y pense même pas, on ne saura jamais contractualiser ça. Et là, aujourd'hui, quand on s'est saisi du sujet, la France a contribué, donc a envoyé 5 catégories de drones au mois de juin dernier en Baltique, et quand on a évoqué le sujet avec les équipes, ils m'ont dit, bah oui, on sera au rendez-vous. Et en effet, en quelques semaines, on a été capable de passer des contrats et d'avoir des équipements livrés au mois de juin en mer Baltique pour participer à l'opération. Donc les esprits se transforment. Et en effet, c'est pas que techno, c'est grâce à ces évolutions culturelles et au fait que les gens ils savent faire autrement qu'on arrive à faire ce genre de choses. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Aujourd'hui, l'innovation, un enjeu de souveraineté et de supériorité opérationnelle. Avec le général Patrick Hofer, ingénieur général de l'armement et directeur de l'Agence de l'innovation de défense, et l'amiral Pierre Vendier, commandant suprême allié, transformation de l'OTAN. Alors on l'a un petit peu évoqué au début de l'émission, la fameuse BITD, la base industrielle et technologique de défense, elle a été longtemps le fait des grands groupes. Alors en France, j'en citais quelques-uns, Thales, Dassault, Naval Group et d'autres bien sûr. La nouveauté, c'est que cette BITD s'est élargie auprès d'un grand nombre de PME et de start-up. Certaines d'entre elles avaient d'ailleurs au départ une activité civile, mais qui a intéressé les militaires. Elles sont devenues des entreprises duales, vous l'évoquiez, civiles et militaires. Mais alors, est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher? Alors, je dis vous, l'AID par exemple. Est-ce que vous avez fait des prospections? Ou vous ici pour l'OTAN dans le cadre de SACTIS, c'est vous qui êtes allé les chercher, ou vous avez attendu qu'elles viennent à vous et vous dites tiens, c'est intéressant, on pourrait peut-être faire quelque chose? Alors nous, en fait, on fonctionne avec les deux process. On dit que dans un cas, on va à la chasse, dans l'autre, on va à la pêche, en fait. Très, très clairement, pour ce type d'objet, de solutions qui peuvent émerger d'industriels, y compris hors défense, et qui peuvent avoir des solutions intéressantes pour nous, on a dû s'organiser. Moi, à l'Agence d'innovation de défense, on est 130 personnes. Il y a plus de 12 000 ou 13 000 startups en France. On est incapable de veiller 12 000 ou 13 000 startups et leurs solutions. Et là, j'ai parlé que de la France. Il faudrait regarder même ailleurs. Donc, en fait, on s'organise. On va à la rencontre des différentes entités du ministère des Armées et des Anciens Combattants et on définit des thématiques prioritaires. Et sur ces thématiques prioritaires, il y a par exemple le New Space, l'énergie, l'humain augmenté. Là, on va à la recherche active de solutions. Donc, c'est nous qui allons les chercher. Et puis, on veut pas rater soit les projets qu'on n'aurait pas vus dans ces catégories-là, ou rater des bons projets en dehors de ces catégories-là sur lesquels on sera moins organisé. Et donc, on a mis en place qui s'appelle un guichet unique, qui est un portail ouvert où en fait on dit aux acteurs, vous avez une solution, vous avez un produit, vous avez une techno, vous pensez qu'elle peut intéresser la défense, décrivez-la sur le portail et on va regarder ensemble si elle est d'intérêt pour nous. Et donc là, on leur donne la main, ils décrivent, c'est très rapide, hein, c'est un petit document de 5-6 pages et derrière ils prennent un rendez-vous avec nous. C'est eux qui ont la main sur le calendrier pour prendre ce rendez-vous téléphonique. Ils n'ont juste pas le droit de le faire dans les 2 semaines qui suivent pour qu'on puisse avoir le temps de regarder le dossier. De quoi il s'agit, c'est ça. Et en fait, ce premier rendez-vous en fait donne comme résultat 3 possibilités. Soit on convient très rapidement qu'il n'y a pas d'intérêt défense, et là personne n'a perdu ni beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie. Soit on convient qu'il y a un intérêt majeur, et là on part sur un projet réel et bien constitué. Soit, et c'est très souvent le cas, en fait il faut travailler le cas d'usage défense. Et donc là on met en relation le porteur de l'idée avec une entité du ministère pour qu'il affine en fait le cas d'utilisation pour nos forces. Alors juste par curiosité, Amiral Vendier, vous voulez rajouter quelque chose? Sur ces 2 segments, on peut dire de l'offre et de la demande. Sur l'offre, en fait, il y a un virage majeur qui est en train de s'opérer, qui s'est opéré dans la Silicon Valley, qui pendant des années a travaillé un peu dans une ambiance un peu woke pour le bien-être commun de la planète et qui était fondamentalement antimilitariste. Aujourd'hui, c'est un virage très important qui est en train de s'opérer dans la Silicon Valley, où aujourd'hui on retrouve des jeunes ingénieurs
et des fonds d'investissement qui sont prêts à faire de la défense. Donc il y a aujourd'hui des gens qui sortent des écoles, des écoles d'ingénieurs américaines, et qui disent ok, on va faire ça. Ils recrutent des anciens militaires, plutôt des jeunes, venus des forces spéciales, qui ont une expérience terrain, et ils disent on a une idée de produit. Et ils trouvent de l'argent pour les développer. Donc ça c'est le côté de l'offre, et c'est extrêmement florissant. On a des équivalents en Europe. Et du côté de la demande, nous du côté de l'OTAN, donc je m'en occupe dans mon volet innovation, c'est qu'en fait j'ai des idées de choses qu'il faudrait faire, de cas d'usage, par exemple sur le targeting futur, sur la flotte de drones, des choses comme ça. Et donc nous on fait un appel d'offres et on finance des expérimentations à l'échelle. Pour vous dire, par exemple la Task Force X en Baltique, là, cette force de drones, on a fait naviguer donc 70 à 80 drones pendant un mois, c'était jamais arrivé sur cette planète. Donc même les Américains sont venus avec une trentaine d'objets en disant on aimerait bien voir ce que ça donne à cette échelle. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, offre et demande. Et derrière, moi je le pilote par le côté cas d'usage. Je pense que l'idée est plus, on va dire, ouverte sur sa demande, en tout cas sur ce qu'elle veut. Moi, j'essaie de me focaliser sur des choses qui vont délivrer, on va dire, dans un horizon de temps raisonnable. Alors, juste une petite curiosité de ma part, il doit exister des entreprises qui n'avaient même pas l'idée que leur activité pouvait avoir une application défense. Ça doit arriver de temps en temps. Oui, ça doit arriver, et c'est pour ça qu'il faut, dans l'émission, il faut également faire beaucoup de communication pour communiquer justement ce que l'on fait, ce que l'on cherche et comment on peut travailler ensemble. Ça fait partie aussi des missions d'une agence comme l'Agence d'innovation de défense, d'être capable d'expliquer ça et d'avoir d'ailleurs des partenaires capables de le faire pour elle aussi. On a développé, on appelle ça le réseau innovation de défense, des partenaires qui sont capables de dire, et notamment, je vais les citer, les pôles de compétitivité qui sont sur des thématiques et en région, les groupements industriels, et donc ils sont capables de parler avec leurs adhérents ou de parler avec l'industrie locale pour expliquer sur quelle thématique le ministère des Armées, l'AID, a des intérêts et comment on est capable de les soutenir, avec quel type de dispositif financier. Donc ça, il y a le rôle de la communication pour bien diffuser aux acteurs ce sur quoi on cherche des solutions et comment on est prêt et comment on peut travailler ensemble est fondamental également. Alors l'un et l'autre, AID et SACTI, vous organisez tantôt un forum, tantôt des sessions. Ça s'appelle Forum Innovation Défense, où vous essayez si j'ai bien compris, de regrouper tous ces gens qui normalement ne se rencontreraient pas ou auraient peu de chances de se rencontrer et ont pourtant des choses à se dire et des choses à faire ensemble. C'est à peu près l'idée. C'est exactement, oui. Ça, c'est typiquement un des événements qui concourt à ce que je viens d'expliquer, de rassembler les gens pour définir comment on peut travailler ensemble et apporter de manière ultra réactive des réponses à des besoins identifiés. Et vous avez à SACTI, Amiral Brandy, quelque chose d'assez voisin qui s'appelle Innovation Challenge, ou voilà. C'est peut-être pas la même chose, mais c'est voisin. Alors nous on est quand même, si vous voulez, le rôle de l'OTAN, de l'organisation militaire, c'est bien l'intégration des forces armées dans un ensemble plus vaste. Donc on va pas faire le travail des nations. Donc on est dans des secteurs qui sont plus liés au système de commandement, aux architectures, à la connectivité, plutôt que savoir, par exemple, comme ça a été évoqué, quel est le standard de filet qu'il faut mettre sur les blindés. Ça, c'est plutôt des responsabilités des nations qui discutent entre elles sur le standard qu'il faut mettre en œuvre. Alors toutes ces entreprises petites la plupart du temps, je pense à Alta Arrest que on a évoqué à l'instant, c'est une micro-entreprise, c'est 30 personnes, c'est guère plus de voilà. Ce sont elles ont beaucoup d'agilité. Il y a les grands groupes, des mastodontes qui ont fait leurs preuves, qui le feront certainement encore, mais elles n'ont pas cette agilité, cette rapidité à intervenir, voilà. Et ça, je pense que c'est très séduisant pour quelqu'un comme vous. Alors, c'est ce qu'on voit aux États-Unis avec la naissance. Donc, il y a plusieurs étapes, mais vous avez par exemple une entreprise comme Enduril, maintenant qui a atteint une certaine maturité. Enduril, c'est devenu une grande entreprise. Ça a commencé dans un garage à peu près, peu de choses près. Ils ont commencé en fait assez tôt avec des systèmes de surveillance de la frontière au Mexique. Donc ils ont fini par développer un produit de tourelle optronique qui était très très intégré dans un réseau qu'on appelle Lattice. Et en fait ils ont très très vite cru. Et en plus le dirigeant Palmer Luckey, en fait il avait énormément d'argent. C'est lui qui a inventé les jumelles Oculus des joueurs, des gens qui font du joueur FPV. Il y en a sûrement qui nous écoutent. Et donc en fait il est devenu extrêmement riche. Il a beaucoup d'argent et il est devenu son propre venture capitaliste. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre de l'argent dans sa boîte pour développer des produits selon ce qu'il pense devoir faire. Alors j'ai eu la curiosité de jeter un œil sur leur site. Effectivement, la gamme de leurs produits, elle est gigantesque. Enfin, alors effectivement, ils ont pas mal d'idées. Donc ils ont développé des produits sur le border control pour le Mexique. Mais par exemple, la Pologne a acheté un missile de croisière qui vaut aujourd'hui
5 à 10 fois moins qu'un missile de croisière traditionnel. Parce qu'ils ont conçu un truc qui se faisait fabriquer sur des chaînes de voitures. Ils font des mini sous-marins, ils font des drones d'interception. Voilà, donc ce modèle, il est encore pas complètement abouti parce qu'il faut qu'il fasse sa place dans la dépense de défense américaine. Voilà, et aujourd'hui, on a des combats de titans et d'influence à Washington, entre les gros et les petits, pour que chacun fasse sa place. Mais alors, si je peux me permettre, il est aussi innovateur dans le modèle en autofinançant une grosse partie de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il croit en ses produits et donc il n'attend pas d'avoir des contrats de développement de la part de l'État. Il fonce. Voilà. Alors, et donc il va proposer des produits qu'il a développés. Il développe sa propre boîte avec sa richesse personnelle. Alors toutes ces entreprises ont une caractéristique, c'est qu'elles sont rapides. Et le temps, c'est devenu, vous l'avez déjà expliqué à plusieurs moments au cours de cette émission, c'est devenu un facteur essentiel. Ouais. Être rapide, accélérer l'innovation, c'est devenu central, et ces entreprises le font évidemment avec beaucoup plus d'agilité que les grands mastodontes. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, ils ont une moyenne d'âge des ingénieurs qui est très jeune. Quand vous allez en Duril, il y a que des gamins qui ont moins de 30 ans, mais c'est très impressionnant. Quand vous allez chez SpaceX, les gens qui tirent les Falcon 9, ils ont 35 ans. Ils sont 5 dans la salle. Donc c'est des boîtes qui sont suroptimisées. Donc aujourd'hui, cette agilité, elle leur est permise par leur taille aussi. Ils ont moins de problèmes de structure, ils ont moins de problèmes de pouvoir à régler à l'intérieur de leur boîte, et donc ils sont effectivement très intéressants parce que ils servent d'aiguillon aux gros. Et je pense que les gros ont des qualités que les petits n'ont pas. Mais donc du coup, je pense qu'on va vers un modèle de coexistence où les gros vont ont plus d'épaisseur, ils intègrent des choses plus compliquées, ils ont une bonne connaissance de l'espace, des normes, etc. Et je pense que aujourd'hui on a besoin d'eux pour faire des choses que les petits savent pas faire. En revanche, je pense qu'il est raisonnable de le confier aux petits des choses que les gros font mal. Oui, toutes ces entreprises sont évidemment dans l'univers du new tech, des nouvelles technologies. Si je peux me permettre, on a un enjeu majeur qui est au niveau des architectures en fait de nos systèmes, puisqu'on parlait tout à l'heure d'architecture, c'est qu'il faut que les gros travaillent sur des architectures qui soient le plus ouvertes possible pour qu'on puisse intégrer des solutions de ces plus petits acteurs de manière très très itérative et très très agile et ainsi améliorer en permanence la supériorité. Tout ce qu'on disait sur le tempo d'améliorer les solutions, etc. On saura le faire à une plus grande dimension que si on a sur nos grands systèmes, et donc c'est valable pour un aéronef, une plateforme navale, etc. Des architectures ouvertes qui permettent non pas seulement d'amener la solution du grand acteur de la base industrielle, mais également des solutions de tiers, de partenaires et de ces acteurs agiles, de manière à les passer à l'échelle justement de manière très très simple et agile. Alors toutes ces entreprises que vous rencontrez, est-ce qu'elles sont parfois est-ce que la science-fiction dans cette recherche d'innovation, est-ce que c'est un élément de réflexion ou pas? Il y a des savants cosinus qui inventent des armes, ce que j'appelle les fusils à tirer dans les coins et des choses comme ça. Bon, après ça, en fait, tout ça, et en ce moment, ce qui est intéressant avec ce qui se passe sur le plan géopolitique, en Ukraine, au Proche-Orient, etc., c'est qu'il y a une matrice de réalisme qui dit, bon, est-ce que ça marche, votre truc? Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une machine à prouver que ça marche ou à prouver que ça marche pas qui est extrêmement active. Et c'est ça qui est intéressant et dur. Donc aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup d'entreprises qui ont leurs antennes en Ukraine pour aller tester leur vitesse d'adaptation et voir si leurs bonnes idées, leurs idées révolutionnaires fonctionnent. Voilà. Après, nous, pour revenir à l'OTAN, on fait un travail de fond qui s'appelle Future Force Studies. En fait, on analyse l'environnement stratégique à moyen terme, on va dire à 10-15 ans, et on regarde quelles sont les capacités clés qu'il faut détenir pour pouvoir répondre à cet environnement. Et donc là, effectivement, on s'amuse un peu à faire de la science-fiction, à regarder des choses qui sont beaucoup moins matures et de se dire, est-ce que ça apporterait une solution ou pas? Alors, Général Lefort, le ministère des Armées en France a conclu un accord avec Mistral AI, donc le leader français de l'intelligence artificielle. La maîtrise de l'innovation va de pair avec l'indépendance stratégique du pays. Et c'est l'importance de réduire la dépendance dans les technologies clés. C'est évidemment essentiel pour une souveraineté nationale, voire européenne. Alors c'est très clair. Après, il faut y mettre un peu de réalisme derrière. Qu'est-ce qu'on met derrière? On peut pas être souverain sur tout. On peut pas tout faire. Voilà, on peut pas être souverain sur tout. Donc en fait, il faut absolument, tout comme tout à l'heure on disait, il faut faire des choix sur les technologies qu'on va soutenir et accompagner. Il faut faire des choix sur les sujets sur lesquels on doit avoir une souveraineté nationale, les sujets sur lesquels on peut accepter d'avoir une souveraineté partagée. Et quand on dit partager, il peut y avoir là aussi encore deux voies. Partager en étant capable de la récupérer si nécessaire, ou partager en acceptant d'être définitivement allié avec un partenaire. Et puis, troisième cercle, le cercle où on va dépendre de solutions commerciales en acceptant que là, on utilisera ce qu'il y a et ce qui est accessible. Par contre, l'innovation
peut être un moyen d'améliorer la souveraineté. Typiquement, quand vous dépendez de certains matériaux difficilement approvisionnables, être capable d'inventer, d'innover sur la recherche d'un substitut, d'un moyen de contournement, c'est quelque part un moyen de retrouver de la souveraineté. Et puis la souveraineté, elle peut être aussi obtenue en créant le cadre qui permet de maîtriser quand même ce que l'on fait. Vous évoquiez, Mistral en tant que modèle souverain. Je pense que Mistral utilise, comme tout le monde, des composants de chez Nvidia. L'OTAN, sur le réseau NS. Et si vous voulez, ce qu'il faut qu'on soit capable, nous, c'est de construire l'architecture de sécurité autour de tous ces composants pour être sûr de ce qui rentre et ce qui sort. Alors on arrive, vous vouliez sur la souveraineté, je pense que c'est un point très important parce que si vous voulez, le nouvel univers technologique fait que la souveraineté, c'est pas blanc ou noir. J'ai eu un dîner très intéressant à la Silicon Valley il y a 2 mois où il y avait les Français de la Silicon Valley. Le directeur de la recherche de Meta, par exemple, c'est un Français. Le PDG de Snowflake, c'est un Français. 80 milliards de dollars de valorisation. Et en fait, ce qu'ils ont dit de manière assez claire, en fait, c'est que notamment dans le domaine numérique, la souveraineté, c'est pas de contrôler le truc de A à Z, c'est de contrôler l'architecture en mode Lego de ce que vous allez faire. Et c'est un peu comme ce studio, c'est-à-dire que est-ce que vous possédez les micros, etc. En fait, ce qui fait votre unicité de podcasteur, c'est l'architecture que vous aurez bâtie et ensuite votre plan et la façon dont vous utilisez vos moyens. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut maîtriser, plus que de se demander, savoir si votre chip il est fait à tel endroit ou à tel endroit. Alors on se rapproche tout doucement de la fin de ce podcast. Gérald Hofer, amiral Vendier, la France est dans l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas la France. Alors, quel rapport entretient le directeur de l'AID avec le commandant suprême de SACTI et vice-versa, bien sûr, au quotidien? Quelles sont les relations que vous avez l'un et l'autre, et l'un par rapport à l'autre? Alors, moi, j'ai pas des relations au quotidien avec l'amiral Vendier, je peux le regretter. Bon, regretter. Mais mes homologues autant quotidiens sont plutôt les acteurs de la science et technologie et de l'innovation. Donc, il y a deux organes au sein de l'OTAN qui sont dédiés à ça. Le premier que je vais citer, c'est DIANA, Defense Innovation Accelerator for North Atlantic, qui est vraiment l'entité d'innovation de l'OTAN. Et donc, moi, je représente la France au bord de DIANA. Et donc, c'est une agence de l'OTAN qui fonctionne sous forme de challenge. Donc, tous les ans, on lance 10 challenges sur des thématiques qui auront été décidées avec les alliés et avec l'ACT, notamment. Donc, pour aider à la montée en maturité de briques technologiques ou répondre à des besoins particuliers. Cette agence de l'OTAN non seulement donc soutient des entreprises à travers ces challenges, mais également les accompagne parce que c'est souvent des petits acteurs et elle aide ces acteurs à croître en leur donnant accès à des moyens d'essai, à des centres d'essai, à des expérimentations, comme on le disait, pour accélérer. Et également, il y a un fonds d'ailleurs d'investissement qui permet aussi d'accompagner ces entreprises. Donc ça, c'est le premier acteur OTAN, moi, dans mes homologues quotidiens. Le deuxième, c'est la Science and Technology Organization, qui, elle, est plus sur le volet recherche, et donc sur lequel on conduit ensemble, on partage où on conduit des travaux de recherche, dans le but de faire progresser justement la recherche au profit de l'OTAN et des différentes nations alliées, et dans le but d'acculturer et d'éduquer les décideurs aux menaces qui peuvent y avoir derrière une technologie. Donc ça, c'est vraiment moi mes échanges quotidiens. Et après, avec ACT, donc c'est plus sur des sujets, on a évoqué Task Force X Baltique, on a évoqué les sujets de lutte anti-drone avec Altares, où là, Altares est une entreprise que nous soutenons aussi. Certains des essais ont été faits dans un centre d'essai de la DGA, et donc on va fonctionner plus en mode projet ensemble sur des projets communs. Alors, en guise de conclusion, évidemment, l'histoire continue, l'histoire de l'innovation continue. Est-ce qu'on peut dire que celui qui saura s'adapter le plus rapidement à la réalité d'un monde qui évolue à grande vitesse, c'est celui-là qui sortira vainqueur? Alors, clairement, on peut dire que la capacité d'adaptation fait partie des qualités de ce qu'il faut développer pour garder l'avantage opérationnel. Donc, il faut être capable d'innover sur les technologies, mais il faut surtout être capable de s'adapter et implémenter ces technologies au bon rythme. Ça c'est très clair. Et après, il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est remis en cause systématiquement. Et donc, on a ce défi de capacité d'adaptation et capacité à durer. Et moi, je voudrais peut-être insister, on a beaucoup parlé d'accélération, de tempo très très rapide et d'innovation et de start-up, mais moi, je vous ai parlé de quantique, et le quantique, par exemple, c'est un peu un sujet quand même du temps long. Je vous ai dit, je vous en parle parce que c'est la prochaine décennie, et c'est la prochaine décennie parce qu'on l'a commencé
il y a 2 décennies. Les premiers travaux dans le domaine du quantique, enfin chez nous au ministère des Armées, c'est début des années 2000. Et c'est début des années 2000 parce que la France avait un bon système académique. Si on a eu 2 ou 3 prix Nobel autour de la physique quantique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un très bon système académique en France sur le sujet. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas opposer ces sujets de temps long, de temps court. En fait, le défi, c'est d'être capable de faire les deux et de s'adapter. Ni d'opposer le militaire au civil, parce que finalement, tout est lié. Dualité, on l'a dit, je crois, très tôt dans cette émission. Et en effet, on peut le redire. Les technologies, pour plus de 90% d'elles ont des usages civils, ont des usages militaires, et en plus elles se tirent ensemble vers le haut. Voilà, donc c'est la fin, c'est le mot de la fin de ce Pensée stratégique. Général Patrick Hautefort, amiral Pierre Mandier, merci à tous les deux d'y avoir participé. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la Dicode. Et en attendant, bien sûr, maintenant, c'est à vous de penser stratégique.